Cette nuit-là, au-dessus du Sahel, un drone a raté sa cible présidentielle. Dans ce récit de fiction, 2 missiles tirés depuis un MQ-9 d'une alliance militaire occidentale auraient dû effacer Ibrahim Traoré et réduire au silence son pays entier. Mais que se passe-t-il quand un chef d'État africain survit, retourne l'épreuve technique contre ses agresseurs présumés et transforme une frappe manquée en accusation publique planétaire? Et si, à partir de cette nuit inventée, un continent apprenait soudain que la peur peut changer de camp et que les récits deviennent des armes? Dans ce récit fictif, si la tentative d'élimination d'Ibrahim Traoré a échoué, c'est parce qu'un détail technique, presque banal, a contrarié une opération bien plus vaste qu'elle ne semblait l'être. La promesse de cette histoire est simple. Comprendre comment un président africain imaginaire transforme une attaque nocturne en stratégie de souveraineté, un renversement politique de 10-12 tues qui redéfinit les rapports de force. Mais cette compréhension ne suffit pas. Il faut mesurer les risques, car chaque donnée révélée, chaque image radar, chaque fragment métallique devient une pièce d'un échiquier géopolitique où la moindre erreur narrative peut déclencher une crise régionale. Et c'est là que surgit la question qui maintient le souffle du lecteur. Si, dans cette version romancée, un drone rate sa cible, que se passe-t-il lorsque la vérité, ou ce qui en tient lieu, se met à circuler plus vite que les démentis officiels? Le récit prend forme. Ici, à l'instant précis où une frappe fictive cesse d'être un incident militaire et isolé pour devenir une menace politique qui change les lignes invisibles du pouvoir. La révélation fictive apparaît en 2 temps. D'abord, la découverte d'une séquence radar montrant un verrouillage de cible durant exactement 4 minutes, puis la confirmation que 2 missiles AG-114 auraient été tirés depuis un MQ-9 opérant à 2000 pieds. Ces 2 éléments chiffrés, dans cette version romancée, deviennent le cœur d'un mystère géopolitique que personne n'avait anticipé. Dans le fil narratif, la nuit semble calme, presque immobile, jusqu'à ce qu'une alarme retentisse dans un centre de commandement fictif de la capitale. L'image est assez nette, un point rouge obstiné, lent mais précis, décrivant un cercle parfait au-dessus d'une route nationale. Les opérateurs comprennent alors que ce n'est pas une patrouille ordinaire, c'est une traque calculée. Le récit montre comment la tension se diffuse dans la pièce lorsque l'objet continue de loiter sans jamais quitter son schéma de poursuite. Dans cette fiction, Ibrahim Traoré, placé au cœur du convoi, perçoit le danger avant même qu'on ne lui parle d'altitude ou de trajectoire. Un simple regard vers le ciel lui suffit pour sentir que quelque chose d'anormal rôde au-dessus des véhicules. L'ordre qu'il donne ensuite, couper les phares, changer de piste, disparaître un instant du champ prévisible, devient l'action fondatrice de sa survie dans cette histoire inventée. Quelques minutes plus tard, 2 explosions transforment le paysage. Le sol se soulève, les flammes dansent, et l'endroit où devait passer la voiture présidentielle n'est plus qu'un cratère incandescent. Le récit souligne qu'il ne s'agit pas, dans ce monde fictif, d'un tir sur une position fixe, mais d'un ciblage dynamique, guidé par des algorithmes de poursuite. C'est seulement au matin que les fragments métalliques, les numéros de série et les analyses techniques commencent à recomposer une chronologie. À partir de ce moment, l'histoire cesse d'être un simple incident nocturne. Elle devient une ligne de fracture qui oblige les autorités fictives à choisir entre silence, escalade ou dévoilement. Dans cette fiction, la figure qui sert de fil conducteur n'est pas un héros invincible, mais un chef d'État, surpris par la mécanique froide d'une technologie conçue pour être invisible. Le récit utilise les premières heures, suivant la frappe manquée, pour montrer comment un individu, soudain placé au centre d'un secret stratégique, doit devenir le guide d'une nation entière encore hésitante devant l'ampleur de ce qui vient de se produire. Les soldats présents sur les lieux deviennent les premiers témoins de la transformation du drame en conviction politique. Ils ramassent, diamètre, un à un les fragments de métal noirci, les circuits brûlés, les inscriptions gravées. Chaque pièce semble raconter une version réduite de l'événement, et le lecteur comprend, par leur regard,
que ce n'est pas seulement un président qui a été visé dans cette histoire fictive, mais l'idée même d'autonomie nationale. Lorsque Ibrahim Traoré apparaît dans la mise en scène narrative, il ne transporte ni colère ni triomphe. Le personnage se tient au bord du cratère, silencieux, observant les débris qui fumencent encore. Il sait, dans ce récit imaginaire, qu'un incident militaire peut se dissiper comme une rumeur, mais qu'une épreuve partagée peut devenir le socle d'un mouvement. Ce contraste nourrit la tension dramatique de cette partie, donnant à chaque geste un potentiel de bascule. Un officier apporte un fragment identifiable, légèrement tordu, mais encore lisible. Le silence se fait plus dense, car il porte le premier indice d'une implication extérieure. Ce n'est pas une preuve irréfutable, mais c'est assez pour que l'état-major fictif réalise que la nuit précédente n'était qu'un prélude. La question devient alors inévitable. Comment répondre à une agression supposée sans déclencher un incendie régional? Tout commence par une alerte presque banale dans cette fiction. Un point lumineux, isolé, repéré par un radar nouvellement installé. Les opérateurs pensent d'abord à un appareil étranger en patrouille. Puis, les trajectoires démentent cette hypothèse narrative. Le signal reste immobile, puis dérive lentement, puis recommence. Ce comportement intrigue la salle de commandement fictive, où chacun reconnaît peu à peu les signes d'une surveillance active. Le convoi présidentiel roule dans une obscurité calme. Rien ne laisse penser qu'une opération complexe se déroule au-dessus de lui. Le récit accentue la tension en décrivant le silence d'une route nationale désertée, seulement troublée par les pneus, frappant la poussière sèche. Un appel radio change tout. La menace n'a plus la forme d'un bruit, mais d'une donnée. Altitude, vitesse, orbite. Le capitaine au poste avertit qu'un appareil inconnu suit un schéma de poursuite. À cet instant, la fiction s'accélère. Le chef de sécurité demande une confirmation visuelle. Il n'obtient qu'un ciel totalement noir. Pourtant, l'urgence monte. Les hommes comprennent que le point dans le ciel n'attend pas. Ils observent, ils calculent. Le récit montre des regards échangés, des mains qui se crispent, un souffle suspendu. C'est alors que l'ordre décisif tombe. Coupez les phares, quittez la route, empruntez la piste latérale. Cette commande, dans l'univers romancé du récit, devient le pivot entre la vie et la disparition. Le convoi change de trajectoire, perd de la vitesse, secoue les passagers sur une piste cahoteuse. Le drone, lui, reste sur son plan initial, ignorant qu'un mouvement improvisé vient de briser la géométrie parfaite de son tir programmé. 4 minutes plus tard, 2 éclairs transpercent la nuit. Le sol tremble, les flammes s'élèvent. Dans cette fiction, le drone engage sa frappe au point exact où le véhicule principal aurait dû passer. Le blast soulève un rideau de poussière qui retombe lentement, laissant derrière lui un cratère incandescent. Le récit s'attarde sur les secondes qui suivent. Des cris étouffés dans les radios, des appels hachés, des hommes qui réalisent qu'ils ne sont pas morts par miracle mais par déviation. Un véhicule civil, présent plus loin sur la route, est pulvérisé. 3 silhouettes deviennent les premières victimes d'un tir qui, dans l'imaginaire du scénario, visait un tout autre objectif. Ibrahim Traoré reste immobile un long moment dans cette scène inventée. Il contemple ce qui aurait pu être sa tombe. La lumière des flammes découpe son visage en ombres mouvantes. La narration montre qu'il comprend, d'un seul regard, que cet événement ne sera jamais considéré comme accidentel. Le lendemain, le soleil écrase la terre rouge. Des soldats ramassent les fragments, photographient, comparent, analysent. Chaque morceau de métal raconte une partie du récit. Numéros gravés, circuits fondus, indices de propulsion, signature thermique. Personne ne parle fort. Les hommes déposent les pièces sur des bâches comme s'ils manipulaient des preuves sacrées. Dans cette fiction, les experts convoqués dressent un schéma préliminaire. Le drone n'a pas tiré sur une position fixe. Il a ajusté son angle. Il a poursuivi une cible mobile. Il a verrouillé,
les données techniques montrent une intention. Le récit souligne qu'aucun de ces éléments ne constitue, isolément, une certitude absolue, mais qu'ensemble, ils indiquent la logique d'une frappe ciblée. Ce moment devient l'après-coup politique. Les officiers se comprennent que la question centrale n'est plus « qui a tiré ?», mais « que doit répondre un État frappé dans l'ombre ?» Le récit ouvre alors la voie à la prochaine bascule, celle où la vérité, même partielle, peut devenir une arme plus déstabilisante qu'un missile. La baseline fictive montre un appareil évoluant à 2000 pieds, altimétrie stable qui correspond à un vol d'observation discret dans les scénarios militaires simulés. La delta apparaît lorsqu'un ajustement soudain modifie l'assiette du drone de Saddersdre, manœuvre typique d'un verrouillage en poursuite selon les doctrines de tir automatisé imaginées dans ce récit. Ces deux variations chiffrées, bien qu'inscrites dans une fiction, deviennent les premières pierres d'une démonstration méthodique. Les analystes présents dans la salle de commandement fictive rassemblent ensuite les fragments découverts autour du cratère. Ils identifient une pièce portant l'inscription AGM 114, code attribué ici à un missile air-sol utilisé dans l'univers narratif. Chaque fragment est photographié, catalogué, mesuré, puis comparé à une base de données interne destinée à classer les équipements étrangers opérant dans la zone. Le récit insiste sur la précision de cette procédure, car c'est à travers elle que la vérité, même partielle, prend forme. La scène montre des ingénieurs examinant les circuits fondus. Ils constatent que certaines composants portent encore des traces de microgravures, ce qui permet de retracer une provenance hypothétique. Rien n'est affirmé comme réel, mais la logique interne du récit impose une forme de rigueur technique. Les spécialistes décrivent un système de guidage conçu pour modifier sa trajectoire en fonction des mouvements d'une cible. Cela renforce l'idée, dans cette fiction, que la frappe ne pouvait pas être un tir aléatoire. Dans une autre pièce, un groupe d'experts en imagerie analyse les données du radar qui a détecté l'appareil. Les séquences montrent un comportement récurrent: approche lente, stabilisation, attente, recalcul, recentrage. Les personnages qui assistent à cette projection fictive comprennent que ces motifs ne ressemblent ni à un vol humanitaire, ni à une mission de reconnaissance neutre. Le récit donne à voir des visages fermés, conscients que l'enchaînement des événements suggère une intention dirigée. Ibrahim Traoré entre alors dans la salle, silencieux, observant chaque écran comme si chaque pixel portait un fragment de vérité. Il ne parle pas immédiatement, laissant les ingénieurs détailler les possibilités. La narration souligne qu'il ne s'agit pas de prouver un crime irréfutable, mais d'interpréter des données dans un contexte où les faits sont encore flous, où seule la cohérence des indices peut guider une décision politique. Les experts élaborent ensuite une reconstitution partielle. Selon leurs calculs, l'appareil a modifié sa trajectoire à 3 reprises dans les minutes précédant la frappe fictive. L'algorithme semble avoir réagi à un changement inattendu du convoi, comme si le programme tentait de rattraper une cible fuyante. Cette observation suscite un débat tendu entre officiers. Certains y voient une preuve presque directe d'une tentative ciblée. D'autres réclament davantage d'éléments avant d'en tirer une conclusion trop forte. Le récit met ensuite en scène un analyste plus jeune, qui pose une question simple mais cruciale. Si ces données sont exactes dans la fiction, que signifie le fait qu'un drone ajuste 3 fois son axe pour un convoi qui devait suivre une route principale? Cette interrogation suspendue ouvre un espace de réflexion que personne n'ose refermer trop vite. Ce moment cristallise le dilemme central. L'ensemble des indices suggère un tir de poursuite, mais l'absence d'aveu ou de revendication empêche toute certitude absolue. Dans ce flou, le récit installe la tension nécessaire à la suite. La vérité peut être techniquement démontrée, mais politiquement, elle doit encore être assumée. Dans cette fiction, 2 interprétations opposées émergent lorsque les données techniques commencent à être compilées. La première, défendue par une partie de l'état-major, affirme que les éléments recueillis pointent vers une intention ciblée. Leur argument repose sur la constance des ajustements de trajectoire,
les variations d'altitude et la synchronisation presque parfaite entre les manœuvres du drone et les changements du convoi. Selon ces officiers, une telle précision ne peut pas être le fruit d'un hasard opérationnel dans un système automatisé. La seconde position adopte une prudence plus méthodique. Certains experts mettent en avant la possibilité d'une défaillance technique ou d'un protocole de calibration mal exécuté. Dans cette hypothèse, le drone aurait pu interpréter de manière erronée des signaux réfléchis, créant une illusion de poursuite ciblée. Le récit souligne que, dans ce monde fictif, les algorithmes ne sont jamais infaillibles. Une erreur de données ou une mauvaise configuration pourrait suffire à provoquer un tir non intentionnel mais désastreux. Ces deux visions s'affrontent dans une salle où les écrans continuent d'afficher les images thermiques de la nuit précédente. Aucun des groupes ne contredit l'autre frontalement. Chacun tente d'offrir la lecture la plus solide des faits disponibles. Le Stillman exige que les deux positions soient présentées sous leur meilleure forme, sans caricature ni sous-estimation. C'est pourquoi les officiers prudents rappellent que l'absence d'identification du drone laisse une marge d'incertitude. Pourtant, la reconstitution fictive complique la thèse de l'erreur. Le drone suit une trajectoire cohérente, patiente, méthodique. Les mouvements ne ressemblent pas à une dérive incontrôlée, mais à une logique de calcul. Les séquences captées montrent des corrections progressives, des stabilisations, puis une frappe déclenchée au moment précis où le convoi aurait dû atteindre le point visé. Cette cohérence affaiblit l'hypothèse d'une simple défaillance technique. La synthèse proposée par les analystes conclut que les deux lectures restent possibles sur le plan théorique, mais qu'une seule correspond pleinement aux données simulées, celle d'une action dirigée, fondée sur une intention programmée. Le récit ne force pas la conclusion. Toutefois, il oriente la suite de l'histoire vers un impératif politique. Interpréter, expliquer et répondre à l'événement avec lucidité. Dans cette fiction, la scène s'ouvre dans une salle austère où les experts projettent une dernière série d'images captées par le radar. Elle te montre quelque chose que personne n'avait remarqué au début. Une micro-variation de trajectoire survenue quelques secondes après le virage improvisé du convoi. Ce détail minuscule, enfoui dans les données, modifie l'interprétation globale du tir. Les officiers ne parlent plus de probabilité, mais de cohérence algorithmique. Le récit installe alors un changement de ton. Ce n'est plus seulement une reconstitution technique, c'est l'instant où la narration comprend qu'une frappe ratée peut révéler davantage qu'une frappe réussie. Dans cette version romancée, le drone semble avoir recalculé sa cible en anticipant le retour du convoi sur la route principale. Cette anticipation fictive marque, dans l'esprit de plusieurs analystes, l'idée d'un tir préparé pour un chef d'État en mouvement. Ibrahim Traoré écoute sans interrompre. Le récit montre un personnage qui absorbe l'information comme une charge nouvelle, plutôt qu'une victoire. Il comprend que cette découverte, même dans un cadre imaginaire, transforme l'incident en affaire continentale. La question n'est plus de savoir ce qui aurait pu arriver, mais ce que cette révélation change désormais pour l'équilibre fragile de la région. La révélation fictive présentée dans la partie précédente ne reste pas confinée au mur du centre de commandement. Elle se répand comme une onde de choc à travers la société entière. Chaque groupe, selon ses priorités, ses peurs ou ses espoirs, interprète l'événement à sa manière. Dans ce récit, les conséquences se déclinent en 4 blocs distincts qui redessinent les relations entre le pouvoir, l'économie, la population et les pays voisins. On évoque ici Takdong-Lengueson. Les habitants réagissent d'abord avec une stupeur mêlée d'incrédulité. Ils apprennent qu'un drone a frappé à quelques mètres du convoi présidentiel et que 3 civils sont morts dans cette version romancée. Les conversations s'enflamment dans les marchés, dans les gares routières, dans les cafés de quartier. La rumeur se transforme en symbole. Si un tir aussi précis peut viser un chef d'État, alors aucun citoyen n'est réellement à l'abri dans un contexte de tension extérieure imaginée. On évoque ici Takdong Lenduanyep Vakinte. Les acteurs économiques comprennent immédiatement les risques potentiels.
Ils redoutent que l'incident fictif entraîne des sanctions, des ruptures de contrats ou une baisse des investissements étrangers. Certains entrepreneurs anticipent une contraction des flux commerciaux, tandis que d'autres y voient que l'opportunité de relocaliser des activités essentielles. Le récit montre que l'incertitude devient un moteur paradoxal. Elle inquiète autant qu'elle stimule une recherche d'autonomie accrue. On évoque ici Takdong Lenyanuk, va técher et les institutions réagissent avec un mélange de prudence et d'urgence. Les ministères étudient les données techniques, les services de renseignement révisent leurs protocoles, et les forces armées renforcent la surveillance aérienne dans tout le pays fictif. Les hauts responsables comprennent que la question n'est plus seulement sécuritaire, elle devient politique, diplomatique et narrative. Dans ce cadre imaginé, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'une équation complexe. Dévoilé sans provoquer, accusé sans franchir un seuil irréversible. On évoque ici Takdong Lenkuvuk, région. Les pays voisins observent la situation avec une attention extrême. Certains y voient une menace pour la stabilité régionale. D'autres y lisent le signe d'un basculement potentiel dans les alliances militaires. Les états-majors frontaliers renforcent leurs propres radars, tandis que les chancelleries fictives échangent des notes diplomatiques cherchant à comprendre l'origine et les implications du tir. La région entière se retrouve plongée dans une atmosphère où chaque mouvement aérien devient soudain suspect. Dans cette fiction, l'incident cesse d'être un simple fait isolé. Il devient une matrice de réaction en chaîne. Le récit montre comment une frappe manquée peut déclencher un paysage d'incertitude où chaque acteur, du citoyen au gouvernement, de l'entreprise au voisin, redéfinit sa position. C'est ainsi que la question ouverte à la fin de P.E.T. trouve sa réponse ici. La révélation n'éteint pas le danger, elle l'amplifie. Dans cette fiction, l'incident aérien et la révélation technique créent un point de bascule qui ouvre 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Chacune repose sur les mêmes données, sur les mêmes fragments analysés, mais les décisions politiques et les réactions régionales transforment les hypothèses en chemins divergents. On évoque ici Kichban Base, on dit Kangtang Kokim Swat. Le scénario le plus probable selon les analystes fictifs décrit une stabilisation progressive, malgré une méfiance durable. L'État renforce ses moyens de détection, améliore ses radars et consolide les alliances régionales sans adopter une posture de confrontation ouverte. Les partenaires étrangers réagissent avec prudence, évitent l'escalade verbale et privilégient des explications techniques au lieu de reconnaître une responsabilité directe. L'économie ralentit légèrement, mais des circuits internes compensent une partie des pertes anticipées. La tension demeure, mais elle reste contenue à travers une diplomatie calculée et une communication maîtrisée. On évoque ici Kichban optimistique, Yeueng Duanket va Doimoenoiluk. Dans cette version plus favorable, l'incident fictif déclenche une mobilisation constructive. Les entreprises locales accélèrent leurs projets d'autonomie énergétique et technologique. Les universités s'associent à des centres de recherche régionaux pour développer des systèmes de surveillance indépendants. Les pays voisins renforcent leur coopération, créant une plateforme de partage d'informations aériennes. L'ensemble de ces initiatives crée un effet d'entraînement qui dépasse la crise initiale et transforme la vulnérabilité révélée par la frappe manquée en levier de souveraineté collective. On évoque ici Kichban Worst, Leotang Vungsam va Kongwang Chua Kongung. Le pire scénario naît d'un malentendu prolongé. Des accusations circulent sans preuve définitive, provoquant une multiplication de tensions diplomatiques. Les entreprises étrangères suspendent leurs activités par crainte d'instabilité, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement du pays fictif. Les forces armées renforcent leurs patrouilles, augmentant le risque d'incidents involontaires dans les airs. La région s'enferme alors dans une logique de méfiance croissante, où chaque vol non identifié devient une source potentielle d'escalade. Dans ce récit fictif, l'incident aérien ne reste pas une simple donnée pour experts. Il devient un miroir tendu à chaque lecteur, révélant la manière dont 3 types de publics interprètent une crise que personne n'avait anticipée. Le texte cherche à montrer comment un événement technique
peut glisser vers une interrogation intime sur la sécurité, la responsabilité et le rôle des citoyens dans un moment d'incertitude. On évoque ici Nyung'e et Tim Kim Subauve. Il voit dans cette frappe manquée l'image d'un danger insaisissable. Il se demande sinon ce qu'il faudrait pour garantir que de tels tirs ne puissent jamais viser un convoi, un village ou une route ordinaire. Leur réflexion rejoint une inquiétude plus vaste. Jusqu'où un pays peut-il dépendre des technologies étrangères pour surveiller son propre ciel, même dans une fiction? On évoque ici Nyung'e Khawkhat, ce qu'aime soit il lissant, l'incident non comme une menace, mais comme un signal d'alarme. Leurs préoccupations portent sur la dépendance stratégique, sur l'importance d'un secteur technologique autonome. Cette catégorie voit l'événement fictif comme un appel à renforcer les compétences locales, à développer des alternatives, à transformer la peur en levier. On évoque ici Nyung'e Munyo Bangchot Kokwinluk. Il s'interroge sur le récit lui-même. Qui construit l'histoire? Qui la relaie? Qui la transforme en symbole? Pour eux, l'incident devient un laboratoire d'analyse politique. Chaque mot prononcé ou retenu, chaque donnée révélée ou différée, devient une pièce dans un puzzle narratif plus large. Ce chapitre cherche à rappeler que, même dans un monde fictif, une frappe manquée peut toucher chacun différemment selon ses attentes, ses doutes ou ses expériences. Dans cette fiction, l'incident aérien devient un point d'inflexion qui oblige l'État fictif à élaborer une stratégie cohérente. Il ne s'agit pas seulement de réagir à une frappe manquée, mais de transformer un moment de vulnérabilité en politique structurante. Le récit propose un plan en 4 étapes, conçu dans la continuité logique des révélations techniques accumulées jusqu'ici. Byuk 1, Kung Konangluk Ziamsat Bo 3. La première mesure consiste à moderniser les radars existants, à multiplier les stations de détection et à créer un protocole unifié de réaction immédiate. Les ingénieurs et les opérateurs développent des outils si capables d'identifier plus rapidement les variations suspectes dans l'altitude ou la trajectoire d'un appareil. Bug 2. Liemin Kuvuk Vekenbausom. Une coopération régionale est établie dans la fiction, associant plusieurs pays voisins pour mutualiser les données aériennes. Des corridors de surveillance partagés permettent de repérer plus tôt les comportements anormaux. Cette coordination réduit le risque de malentendus et renforce la stabilité locale. Bug 3. Xaidung Nunkonge Noasign, les universités et les centres techniques unissent leurs compétences pour développer des algorithmes de suivi indépendants. L'objectif n'est pas d'égaler les puissances étrangères fictives, mais de créer des outils adaptés aux besoins du territoire. Les premières applications concernent la détection précoce et l'analyse automatisée des trajectoires. Buk Pon. Minbakwa Tongtinchienluk Ibrahim Traoré choisit, dans ce cadre romancé, une politique de communication mesurée. Les données essentielles sont partagées avec les institutions civiles et les partenaires régionaux. Cette transparence contrôlée limite la propagation des récits alarmistes et renforce la confiance des acteurs locaux. Ce plan à 4 volets transforme la survie d'une nuit en orientation stratégique durable. Le récit revient ici, doucement, vers le motif qui avait marqué les premières heures. Ce fragment tordu, ramassé au bord du cratère, encore fumant. Dans cette fiction, il n'est ni preuve irréfutable ni relique sacrée, mais le rappel brut d'un moment où tout aurait pu basculer. Les soldats l'avaient tenu avec précaution, sans savoir encore qu'il deviendrait l'emblème discret d'une histoire que le pays n'oublierait plus. Quand Ibrahim Traoré le soulève une dernière fois, la narration montre un homme qui comprend ce que symbolise ce morceau de métal. Il incarne à la fois la fragilité d'une nuit et la force d'une décision. Ce contraste, porté par le silence, donne à la scène une densité inattendue. Le fragment ne raconte pas l'attaque, il raconte la survie. La fiction s'élargit. Ensuite, le pays entier se souvient de ce cratère, de la poussière encore chaude, de l'aube qui révélait les débris. C'est dans ces images que se construit la ligne émotionnelle du récit, une simple pièce métallique
devient le fil invisible reliant l'effroi initial à la résolution collective. Dans cette fiction, l'histoire ne se termine pas avec les dernières analyses, ni avec les discours prononcés au lendemain de l'incident. Elle continue dans la manière dont chacun décide de comprendre cette nuit particulière, d'y voir une leçon ou un avertissement. Le récit rappelle que la souveraineté, même imaginée, n'est jamais un concept abstrait. Elle se construit dans les gestes quotidiens, dans la capacité d'un peuple à questionner ce qui lui paraît inacceptable et à préserver ce qui lui semble essentiel. Les personnages secondaires, les témoins silencieux, les experts suspendus à leurs écrans, tous deviennent les passeurs involontaires d'un moment qui dépasse la simple technique. Chacun retient un détail, une image, une sensation, et c'est ainsi que se forme une mémoire collective. La fin de cette histoire ouverte appartient désormais à ceux qui la lisent. Que ferait-on, dans un monde réel ou fictif, lorsqu'une vérité n'a plus d'intermédiaire pour s'exprimer? Et jusqu'où peut aller un peuple lorsqu'il décide que sa voix vaut autant que sa peur?